Prise entre la Chine et le Japon, la Corée a passé de longs millénaires sous la domination plus ou moins directe de l'un ou l'autre de ses puissants voisins. La Chine perdit son influence sur la péninsule à la suite de la signature du traité de Shimonoseki en 1895. Par la suite, et profitant de l'effondrement chinois, le Japon ne cessera de réaffirmer sa domination sur la Corée, tantôt par la mise en place d'un protectorat en 1905, puis par une véritable annexion en 1910. Libéré du joug japonais avec l'armistice de 1945, le pays est alors fractionné en deux. Le nord bénéficiant de l'appui chinois et administré par les soviétiques, tandis que le sud passe sous administration américaine. Toutefois, les Américains n'ayant pas posé le pied dans la péninsule avant l'armistice, ces derniers doivent se reposer de longs mois sur l'administration coloniale japonaise, créant ainsi un fort ressentiment. Ressentiment qui fera croire au nord qu'une offensive éclair sur le sud permettra une réunification réussie grâce au soutien populaire. Erreur. Erreur car la violente évasion et les exactions contre les civils poussent la résistance sud-coréenne à dépasser leurs limites. Arc-boutés autour du port de Busan, les soldats sud-coréens tiendront jusqu'à l'arrivée des troupes de l'ONU menées par les États-Unis. S'ensuivra alors une guerre extrêmement meurtrière de 3 ans qui marquera durablement les populations des deux Corées, en plus de ravager le pays. La suite verra un retour aux positions d'avant-conflit, mais aussi un investissement plus intense des alliés respectifs des deux Corées. Ainsi, la Chine signe en juillet 1961 un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec Pyongyang, crispant encore un peu plus ses relations avec Séoul. Pékin et Moscou nourrissant l'idéal communiste du Nord par un investissement industriel massif, tandis que les USA signèrent avec la junte militaire au pouvoir au Sud des accords commerciaux comprenant des aides financières les plus énormes qu'ils avaient accordées, ainsi que des accords de défense qui découlèrent sur le positionnement sur les territoires de plusieurs milliers de soldats américains, et ainsi que des exercices conjoints, ces derniers étant toujours d'actualité, presque 70 ans plus tard. Toutefois, leur utilité est remise en question. En effet, en cette décennie, la Corée du Sud a dépassé son frère ennemi dans tous les domaines. Alors que dans les années 90, le Nord s'effondrait économiquement dans le sillage de l'URSS, le Sud explosait dans toutes les branches, entrant dans le groupe très fermé des dragons asiatiques. Dans le même temps, les relations qu'entretenait la Chine vis-à-vis de la Corée du Sud se voient bouleversées. La combinaison de nombreux facteurs amène alors à un rapprochement vers le Sud. On assiste à une explosion du commerce entre Pékin et Séoul, atteignant plus de 183 milliards de dollars en 2013, surpassant ainsi très nettement le commerce sino-nord-coréen, qui ne représente que 600 millions de dollars. En 1992, ce rapprochement donne lieu à l'évolution de la position officielle chinoise d'une politique de la Corée unique à une politique de deux Corées de jure et de facto. Ce virage diplomatique est alors inacceptable pour l'allié nord-coréen qui vient de perdre le soutien soviétique et fait face à la dislocation du bloc communiste. Finalement, le constat est 30 ans plus tard que le Nord n'a plus aucun moyen conventionnel de conquérir le Sud. Si sur le papier ses forces sont impressionnantes et de loin supérieures au Sud, en réalité elle est à des années-lumière de là. Les équipements sont d'un autre âge, beaucoup datent de la Seconde Guerre mondiale, les forces aériennes en particulier ne font que de la figuration. Les plus récents, les chasseurs nord-coréens, sont des MiG-29 de première génération et ne sont définitivement pas une menace pour l'armée sud-coréenne, bien plus nombreuse, équipée d'appareils à la pointe de la technologie, armée de missiles récents et appuyée par une couverture radar complète, mais surtout bien mieux entraînée. La marine du Nord ne vaut pas bien mieux que sa force aérienne, même si des efforts de modernisation ont été entrepris avec l'arrivée de 2 frégates modernes. Cependant, elle reste pathétique comparée à son équivalent du Sud. Les forces terrestres s'en sortent le mieux, mais faute de matériel capable d'égaler celui du Sud, ils en sont réduits à espérer pouvoir l'écraser sous le nombre. Pour un pays doté d'une population 2 fois inférieure que celle de son adversaire, c'est rarement une bonne idée. À l'état déplorable du matériel nord-coréen vient aussi s'ajouter le manque d'entraînement, car le programme nucléaire, en plus de ralentir le remplacement du matériel en drainant les ressources, bloque aussi les exercices en empêchant l'armée de fournir suffisamment de ressources. Ainsi, l'armée sud-coréenne se trouve tout simplement supérieure à sa rivale, et les forces américaines positionnées en Corée ne font que pencher la balance encore plus en la défaveur du Nord.
ce qui explique pourquoi ce dernier s'attache tant à son programme nucléaire. Il y voit sa seule chance de survie. La situation depuis le début des années 2000 a démontré que la présence des forces américaines est loin d'assurer la paix dans la péninsule, mais garantit plutôt une montée des tensions par la simple menace qu'elle représente pour le régime du Nord. Dans le même temps, la Chine s'affirme comme un pourvoyeur de stabilité dans la péninsule, par l'habile préservation de ses intérêts vis-à-vis du Sud comme du Nord, et par son rôle actif sur le dossier du nucléaire nord-coréen. Séoul apparaît de plus en plus dépendante de la vitalité économique chinoise. En effet, Pékin demeure depuis 2003 le premier partenaire commercial du Sud devant les États-Unis, avec des échanges représentant plus de 25% du commerce extérieur sud-coréen. Ainsi, il semblerait que pour la reprise du processus de paix en Corée, le départ des troupes américaines soit nécessaire. Rien ne devrait s'y opposer, le Nord ne représente plus une menace conventionnelle, et le départ des Américains pourrait ainsi entraîner une reprise du dialogue intercoréen. Toutefois, cet état de fait ne veut pas pour autant dire que les Américains sont devenus inutiles à la Corée du Sud. Ce sont uniquement les forces conventionnelles de Washington qui sont devenues caduques. C'est pourquoi la Corée du Sud a besoin des USA, c'est bien évidemment pour son parapluie nucléaire, afin de contrebalancer l'arsenal du Nord en cours de fabrication, ainsi que celui de la Chine. Ainsi, la question se pose, les Américains devraient-ils retirer leurs troupes conventionnelles de la péninsule tout en réaffirmant la protection nucléaire dont bénéficie le Sud, au risque de faire passer cela pour un aveu de faiblesse, ou bien conserver le statu quo et tous les risques d'escalade que cela signifie. En effet, la République populaire de Chine pourrait profiter d'une Corée du Sud privée d'armement nucléaire afin d'asseoir sa domination sur la zone. D'un autre côté, on peut s'interroger sur une réelle volonté chinoise d'unification de la péninsule. En effet, malgré un lien étroit avec les deux camps et notamment son soutien crucial apporté au Nord, il semble peu probable que la Chine accepte une réunification coréenne, en tout cas sans contrepartie. Tout d'abord, cela signifierait purement et simplement une absorption du Nord par le Sud. D'un autre côté, la Chine a de nombreux investissements économiques en Corée du Nord, concernant notamment les concessions minières et les cessions d'infrastructures, comme dans le port de Razong. Ainsi, la perspective d'une réunification semble suivre un mouvement historique. Tantôt probable et envisagée, elle sorte à la conjugaison de facteurs, à la fois stratégiques, diplomatiques et économiques, qui la rendent alors invraisemblable. La Corée pourra-t-elle un jour prendre véritablement son destin en main ?